Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour papoter bouquins. On est au moment où je tourne cette vidéo mardi. Je vous retrouve donc pour la vidéo Update lecture hebdomadaire pour partager un petit peu avec vous mon avis sur toutes les lectures que j'ai pu faire la semaine passée. Il y a un petit décalage par rapport à d'habitude puisque d'habitude cette vidéo que vous voyez aujourd'hui, je vous la poste le mardi matin et là exceptionnellement ça va arriver mercredi matin tout simplement parce qu'hier il faisait un temps affreux, il faisait tout gris. Après on a la chance d'avoir une maison qui a quand même pas mal de fenêtres, donc niveau luminosité ça aurait pu le faire, mais voilà, moi quand il fait un temps tout gris ça me motive pas, ça me donne pas envie de me poser, ça me donne pas envie de tourner. Je préfère faire ça, voilà, quand il fait beau, quand il y a du soleil, ça donne la pêche, ça motive plus, donc je savais qu'aujourd'hui le temps allait être un petit peu plus propice, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ça. La semaine dernière, au niveau lecture, ça a été une bonne semaine. Voilà, il n'y a rien eu de transcendant, il n'y a rien eu d'exceptionnel, pas de coup de cœur. Il y a même eu une petite déception, mais ça n'a pas été la catastrophe non plus. Donc on commence sans plus tarder. Au programme aujourd'hui, j'ai un témoignage, une nouvelle, un roman jeunesse et 2 mangas. On commence sans plus tarder avec le témoignage. Il s'agit du livre Les gamins de la rue Saint-Quentin de Paul Bellard, paru aux éditions de Boré. Alors je ne connaissais absolument pas que ce soit l'auteur, que ce soit ce titre-là, mais les éditions de Boré, c'est une maison d'édition qui est quand même assez axée roman de terroir, en tous les cas pour les romans qu'elle publie, et pas forcément pour les témoignages. Donc ça me permettait déjà de découvrir la branche témoignage de cette maison d'édition, de découvrir un nouvel auteur. Il y a en plus de ça d'autres titres parus chez cette maison d'édition, cette fois-ci dans le genre roman de terroir que j'aime tant. Il était disponible à la médiathèque, donc je me suis dit pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, on est sur un témoignage ici. Paul Bellard va nous raconter son enfance au début des années 50, en région parisienne, juste au sortir de la Première Guerre mondiale. Il est fils d'une famille nombreuse, donc on va avoir toutes les relations avec ses frères et sœurs, principalement ses frères avec lesquels il aime bien organiser un petit peu les 400 coups parfois. Ses histoires à la catéchèse puisqu'il fait partie d'une famille catholique dans laquelle la religion a quand même une place assez importante, on le sent. Ses histoires à l'école également, petite falsification de carnet de notes, voilà, c'est pas mal d'anecdotes qu'il va nous livrer. À côté de ça, on a aussi les premières sorties au cinéma, premier Coca-Cola qu'il va découvrir avec ses frères. C'est vraiment un peu un recueil d'anecdotes, c'est un livre qui se lit très très bien, qui se lit très facilement. Les chapitres sont très courts, comme je vous disais, on a à la fois des chapitres qui sont sous forme d'anecdotes et d'autres chapitres qui eux sont en italique où on sent que là l'auteur est à son moment adulte, au moment où il écrit le livre, en train d'avoir un espèce de flash, de revivre un moment, un instant bien précis de son enfance avec son regard d'adulte, et j'ai trouvé que c'était bien dosé, que c'était bien fait. Les chapitres c'était ni trop long ni trop court, ça se dégustait, ça se lisait vraiment tout seul et j'ai passé un très bon moment avec ce livre-là. Le côté très anecdotique, vraiment plongé dans l'enfance, ça m'a fait penser à Philippe Delerme qui est un écrivain que j'aime énormément. J'aime beaucoup ses livres qui sont vraiment très très courts mais qui pareil comme ça se concentrent sur un petit élément, sur un petit bonheur, sur un petit moment de l'enfance parfois, de manière très succincte, vraiment anecdotique. On ressent vraiment sur l'ensemble de ce livre-là une douce nostalgie pour ce moment de l'enfance et ça m'a fait penser à l'un de mes auteurs chouchous, vous en doutez bien, qui est Pagnol. Donc ça c'est que des points positifs. En plus de ça, on est plongé dans les années 50, l'une de mes périodes chouchoutes. Donc ça m'a vraiment fait un petit voyage dans le temps qui m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé la narration, j'ai beaucoup aimé la manière dont Paul Bellard s'adresse directement au lecteur. Je trouvais que ça a créé un sentiment de proximité avec lui. C'était vraiment bien fait, c'était vraiment chouette. J'ai passé un très bon moment. On ressent vraiment l'amour qu'il a pour sa famille, pour ses amis aussi. C'est vraiment un très bel hommage qu'il leur rend avec ce livre-là, un livre dont je n'avais jamais entendu parler comme je vous le disais, et à vrai dire, l'auteur Paul Bellard n'avait même pas de fiche sur Livre Addict, ce livre n'était donc même pas référencé. Donc j'ai créé la fiche auteur, j'ai répertorié ce livre dessus parce que ça vaut le coup de le découvrir quand même. Après, ça n'a pas été un coup de cœur et on va être honnête, c'est pas un livre qui va rester, je pense, des années dans ma mémoire, mais découvrir un nouvel auteur, ça me fait toujours plaisir. En plus de ça, ça faisait un moment que j'avais pas lu de témoignage. C'est un livre qui m'a donné très envie de découvrir les autres livres de Paul Bellard, comme je vous disais, notamment ses romans de terroir qui sont parus aux éditions de Boré. En voyant les synopsis, je sais que c'est des romans fictifs, mais je pense que c'est très largement inspiré de son enfance, de sa vie propre, quand on sait quelques petites choses en ayant lu ce livre aussi, donc ça m'intrigue d'autant plus, ça me donne vraiment très très envie de partir à leur découverte. On est dans les années 50, on est dans l'enfance, il y a les jeux d'enfants et ça fait plusieurs fois que je remarque ça quand je lis des livres qui se passent dans l'enfance de personnages à cette période-ci. On a quelques petits passages, notamment avec des grenouilles.
qui sont pas franchement très chouettes à lire, violents envers ces pauvres petites créatures. Et un deuxième petit bémol, moi une chose qui ne m'a absolument pas dérangée, mais je vous l'ai dit, on est plongé dans la vie de famille d'une famille qui est catholique, qui est pratiquante. Donc la religion c'est quand même une chose qui a une place importante dans sa famille, il en est pas mal question dans ce livre-là. Donc c'est une chose à savoir en prenant ce livre, il y a les moments à la catéchèse, on va y parler de la confession, on va y parler de tout un tas de sujets, et il y a notamment un moment où l'un des amis de Paul va se confier à lui dire qu'il y a notamment un prêtre qui a un comportement très suspect, très bizarre, et on a une petite réflexion assez rapide, malheureusement je trouvais que c'était assez survolé là-dessus, sur le fait que dans un monde, dans une société, en tous les cas dans la famille de cet ami, dans la famille de Paul, c'est un petit peu pareil pour tous, dans laquelle la religion a une place importante, le clergé a une place importante, on sent que son ami n'a pas forcément envie de le dire à ses parents parce qu'il pense qu'il ne va pas être entendu, qu'il ne va pas être compris, et que sa parole face à celle d'un homme d'église, eh bien ne fera peut-être pas forcément le poids et que ses parents ne le croiront pas. C'est un sujet qui est juste survolé, mais encore une fois, l'auteur ici nous relate seulement ses souvenirs d'enfant et il rentre pas vraiment dans les détails. Et c'est un sujet qui, c'est vrai, est là assez rapidement, mais il a été là pendant quelques lignes quand même, et je tenais à le souligner. Quelques petits post-it citations qui ont été mis dans ce livre parce qu'il y a quelques passages qui m'ont beaucoup plu, notamment des passages où l'auteur va nous parler de sa passion pour les livres. Paul Bellard d'ailleurs maintenant habite aux États-Unis et il restaure pas mal de livres, pas mal d'ouvrages, donc c'est un beau petit clin d'œil. Et avant de passer au livre suivant, j'avais vraiment envie de vous en lire quelques-unes parce que je les aime vraiment beaucoup. Ceux qui contempleront ces étagères bien remplies et qui me demanderont d'un ton un tantinet malicieux si je les ai tous lus, je rétorquerai: avez-vous bu toutes les bouteilles qui sont entreposées dans votre cellier? Cela devrait leur clore le bec. Comme des bons crus, ces ouvrages attendront tranquillement sur leur étagère, se bonifiant avec l'âge le moment d'être dégustés. Et contrairement au vin bu qui procure un plaisir limité avant de disparaître à jamais, un livre lu peut être relu autant de fois qu'on le désire, décuplant le plaisir. Donc voilà pour ce livre-là, Les Gamins de la rue Saint-Quentin de Paul Bellard, paru aux éditions de Boré, un livre et une maison d'édition que je vous invite chaudement à découvrir, même si pour moi c'est pas la lecture extraordinaire, la lecture du siècle, j'ai quand même passé un bon petit moment et c'était assez chouette. Après ça, je me suis plongée dans un genre complètement différent puisque je suis partie à la découverte d'une nouvelle, une très courte nouvelle puisqu'elle fait 14 ou 17 pages il me semble. C'est le préquel de la saga Retour à Cedarcov dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo où je faisais un petit peu le point avec vous sur mes sagas en cours. Ce préquel, je l'ai lu en anglais, donc le titre en anglais c'est When First They Met, c'est de Debbie Macomber, c'est également paru en français aux éditions Charleston. Petit bémol tout de même, je pense que c'est dû à la taille de l'histoire. Ce livre n'est disponible qu'au format numérique, que ce soit en anglais ou en français, il n'existe pas en version papier. Retour à Cedarcov, c'est cette saga dans laquelle, dans le premier tome, on découvre le personnage de Jo Marie qui vient de perdre son époux. Elle est bien sûr dans un travail de deuil et elle a envie de complètement changer sa vie, de complètement repartir à zéro. Et pour ça, elle va avoir une opportunité incroyable qui va se présenter à elle puisqu'elle va acquérir une maison d'hôte dans un tout petit village qui s'appelle Cedarcov, petit village côtier, bord de mer. On va suivre à la fois son installation dans la maison d'hôte, l'accueil de ses premiers clients, son travail de deuil bien évidemment, sa rencontre avec petit à petit tous les habitants de ce petit village, ces habitants qui se connaissent depuis des années maintenant. Et en parallèle de la vie de Jo Marie, on va suivre les histoires des premiers, dans le premier tome en tous les cas, visiteurs de la maison d'hôte. Dans ce préquel, on revient sur l'histoire de Jo Marie et surtout sur sa rencontre avec son mari Paul. J'ai trouvé ça super sympa parce que Paul, il a la place du disparu dans la saga Cedarcov, mais on ne connaît pas franchement grand chose sur lui, sa vie personnelle, sur sa famille, sur ses frères et sœurs, donc j'ai trouvé ça chouette dans cette petite nouvelle d'en apprendre un peu plus sur Paul. On va découvrir la rencontre entre Paul et Jo Marie. Après, j'ai pas appris énormément de choses nouvelles puisque c'est vrai que dans le premier tome, la manière dont Jo Marie a rencontré son mari, c'est vrai que c'est dans les grosses lignes, on rentre pas vraiment dans les détails, mais je le savais, donc ça a été un petit peu redite pour moi. Après, il faut savoir que ce préquel, ce tome 0, il est sorti avant le premier tome, donc c'était vraiment une introduction, une petite mise en bouche avant la sortie du premier tome. Ça se lit vraiment très bien, même en VO. Honnêtement, si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais, je peux vous le recommander parce que je trouve que c'est quand même assez abordable. Ça se lit très bien, ça se dévore. C'est une très belle histoire d'amour, bien évidemment. Comme Debbie Macomber sait si bien les écrire. Ça m'a fait plaisir de retrouver Jo Marie. Ça m'a fait plaisir, comme je vous le disais, d'en apprendre plus sur son époux. Si j'aurais aimé que les choses soient un petit peu plus creusées sur certains sujets, j'aurais aimé en savoir plus. Mais ça, c'est toujours le petit
petit problème que j'ai avec les nouvelles, c'est vrai que j'ai du mal avec ce genre là parce que c'est des textes qui sont très très courts, c'est le principe même des nouvelles, c'est vrai, mais je trouve que quand il y a des sujets abordés, on rentre jamais vraiment dans les détails, parce qu'il faut faire tenir le texte en très peu de pages et j'ai toujours cette impression de rester un peu sur ma faim. Néanmoins, je suis très contente d'avoir fait cette lecture. C'est pas indispensable, je pense, si vous voulez lire cette saga, c'est un petit bonus en plus. Pour ma part, ça m'a permis de rafraîchir un petit peu mes souvenirs avant de me lancer ensuite dans le tome 2 que là je n'ai pas encore lu. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder, ça devrait être dans les semaines, peut-être mois à venir, mais je lirai le tome 2, c'est prévu, et ce petit préquel bien sympa, bien chouette, m'a permis de me remettre un petit peu dans le bain de Retour à Cedarcove, qui est quand même une chouette saga. On termine avec les romans et on passe à La Petite Déception, ce qui est assez dommage parce que c'est un tome d'une saga que j'aime beaucoup, c'est la saga L'Épouvanteur. Donc j'ai lu le tome 11, L'Épouvanteur, le pacte de Slitter, c'est de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. L'Épouvanteur, c'est cette saga qui est quand même très connue maintenant, c'est une saga fantasy jeunesse dans laquelle on y suit le personnage de Tom, qui est 7e fils d'un 7e fils. On est dans un monde où il y a tout un tas de créatures, et toutes ne sont pas forcément des plus sympathiques. Donc pour réguler un petit peu tout ça, il y a les épouvanteurs. Épouvanteur, c'est un métier qui est dangereux, c'est un métier bien spécifique, mais tout le monde ne peut pas forcément être épouvanteur, il faut des capacités bien spéciales, et ces capacités ne sont données qu'au 7e fils de 7e fils, ce qui est le cas de Tom. Dans le premier tome, on découvre ce garçon qui a seulement 12 ans, il me semble, qui va commencer son apprentissage chez John Gregory, qui lui est épouvanteur depuis un bon petit moment maintenant. Il a accumulé pas mal de connaissances et il est temps qu'il les lui transmette. Tom va venir tout un tas d'aventures, que ce soit à côté d'Alice, je vous en dis pas plus sur ce personnage qu'on découvre assez rapidement, qui va prendre une place de plus en plus importante, et le personnage de John Gregory. On suit toutes ses aventures, toutes ses péripéties, c'est vraiment une histoire qui s'assombrit, les enjeux sont de plus en plus grands, il y a vraiment une menace énorme sur le monde tel que Tom, en tous les cas, lui, l'a toujours connu. J'avais hâte de prendre ce 11e tome, ça faisait un petit moment que je m'étais pas plongée dans la saga L'Épouvanteur, j'avais hâte de retrouver Tom, de retrouver Alice, de retrouver John Gregory, de me replonger vraiment dans cet univers que j'aime beaucoup, que je trouve très riche. Avec ce tome-ci, on découvre un nouveau personnage qui est celui de Slitter. Alors Slitter, c'est un kobalo, c'est une créature qui ressemble beaucoup à un loup et qui se nourrit la nuit du sang des humains. Slitter, c'est une créature qu'on pourrait en soi ne pas apprécier, qui ne semble pas forcément des plus sympathiques. Il a passé un pacte avec un fermier concernant ses filles. Je ne vous en dis pas plus, mais Slitter est le narrateur principal de ce livre-là. Donc on va en apprendre beaucoup sur son espèce, sur leur manière de vivre, sur leur manière de s'organiser aussi, qui est vraiment différente. Cette fois-ci, on est vraiment loin de tous ces paysages qu'on a l'habitude de retrouver depuis pas mal de tomes, du comté, de la maison de l'épouvanteur. On est dans un univers complètement différent, avec des créatures complètement différentes, et c'est une chose qui m'a pas mal déstabilisée. Même si on découvre encore une fois une multitude de créatures, une nouvelle hiérarchie, un nouveau mode de fonctionnement, on voit que Joseph Delaney a encore une imagination débordante, et ça, même au 11e tome, donc bravo, chapeau, c'est vraiment génial. C'est une saga qui ne s'essouffle pas. Pas mal de réflexions sur la différence, sur le choc des cultures, sur différentes manières de fonctionner. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Slitter, auquel je me suis pas mal attachée. Joseph Delaney a fait ça avec un tome également précédemment. On est sur un personnage qui pourrait faire partie des créatures pas franchement sympathiques, pas forcément très bienveillantes, mais on découvre petit à petit que c'est son éducation, c'est le mode dans lequel il a évolué. Lui, en tant que personnage même, il a pas forcément un mauvais fond, et c'est un personnage que j'ai bien aimé suivre. Je trouvais que ça changeait un petit peu, mais comme je vous le disais, c'est un livre qui m'a pas mal déstabilisée. On ne va croiser à aucun moment John Gregory, à aucun moment Tom, à aucun moment Alice. D'ailleurs, John Gregory et Alice, leurs noms ne sont même pas mentionnés. On va parler de Tom assez rapidement, assez brièvement. Pendant les 3/4 du roman, on ne voit aucun personnage qu'on a croisé pendant les tomes précédents. On découvre simplement Slitter, les filles, tout un tas de nouvelles créatures dans un endroit complètement différent. Et pour moi, j'avais vraiment l'impression de lire un livre hors série. Pour moi, ce tome, c'est un hors-série. C'est pas le tome 11 de la saga L'Épouvanteur, c'est un tome qui peut se lire complètement à part, peut-être quand on a terminé la saga. C'est ce que je me disais en tous les cas au début du livre, et j'étais franchement sacrément déçue. Je trouvais ça long, honnêtement, je m'ennuyais et je me demandais où l'auteur voulait en venir. Et pam, arrivé au chapitre 15, on découvre un personnage qui est présent dans les tomes précédents de l'Épouvanteur et qui petit à petit a pris pas mal de place. Un personnage que Joseph Delaney aime beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, que je trouve vraiment chouette, que je trouve vraiment travaillé. Et on découvre un peu le lien qu'il pourrait y avoir avec l'histoire centrale, l'histoire précédente de l'Épouvanteur. Elle est vraiment un goût de hors-série pour moi, même si l'histoire bien sûr était bien travaillée, même si c'était riche autant au niveau des personnages qu'au niveau de l'univers, même si c'était bien développé.
et je me suis ennuyée et je suis juste complètement passée à côté. Je me suis ensuite dit, eh bien finalement j'ai hâte de passer au tome 12 pour retrouver Tom en narrateur, pour retrouver vraiment cette histoire de base. Et le tome 12 n'est pas narré non plus par Tom, mais on retrouve nos personnages principaux. Ça, j'ai hâte, c'est pas la première fois que Joseph Delaney fait ça. On a une petite interview de l'auteur à la fin qui dit qu'il avait envie de s'essayer à autre chose, voilà, de faire une petite expérience, et c'est ce livre-là qui en est ressorti. Mais pour ma part, voilà, je le vois vraiment encore une fois comme un tome hors série. J'ai été vraiment déçue par celui-ci et je suis restée sur ma faim. Voilà, un bof pour ma part. Bon, c'est comme ça arrive, c'est pas grave, on va vite passer à autre chose et j'ai hâte de continuer la saga quand même. On va terminer maintenant avec 2 mangas et je pense honnêtement que dans les prochaines vidéos, les prochaines semaines à venir, il y aura pas énormément de graphiques, tout simplement parce qu'il ne m'en reste plus que 2 de ceux que j'avais empruntés à la médiathèque. Le tome suivant d'un drôle de père et journal de mon père de Jiro Taniguchi. Je les garde de côté puisque la médiathèque n'est pas prête de rouvrir maintenant, donc je ne vais pas pouvoir mettre la main sur de nouveaux ouvrages graphiques avant un bon petit moment. Donc j'attends d'avoir vraiment envie de lire du graphique pour les sortir, mais j'ai quand même lu la semaine dernière 2 mangas, donc on va parler de ça. J'ai lu le tome 3 de Orange d'Ichigo Takano, paru chez Akata. Alors je vous ai dit, il me semble que c'était la semaine dernière que je vous ai parlé du tome 2 ou la semaine d'avant. Bref, je vous ai dit que j'avais pas franchement apprécié le tome 2 plus que ça. Je trouvais qu'on n'avait pas de nouvelles informations, que ça se traînait un petit peu en longueur. Et malheureusement, même si on a pas mal de nouvelles informations, on retrouve un côté un peu plus léger malgré le sujet lourd qui est quand même en toile de fond toujours de cette saga. On retrouve le côté un petit peu humoristique, le côté un petit peu pétillant. Voilà, j'aime bien cette saga, je passe un bon moment, mais j'ai pas le coup de cœur énorme. J'accroche pas tellement comme ça a pu être le cas pour beaucoup de personnes. J'ai hâte quand même de voir les adaptations en drama, en film ou en anime. Dans Orange, on y suit le personnage de Nao qui un jour va faire une découverte un petit peu surprenante. Elle va recevoir une lettre, mais une lettre d'elle-même du futur qui lui retrace chacune de ses journées et qui lui dit quoi changer dans ses journées dans le but de sauver un de ses camarades. Je ne vous en dis pas plus, mais Nao va essayer petit à petit de démêler tout ça, essayer de modifier ses journées, en apprenant petit à petit le pourquoi du comment elle doit faire ça. Je suis désolée, c'est complètement brouillon, c'est pas une histoire qui est très simple à résumer, très simple à expliquer. Et le speech de départ, j'aime beaucoup, c'est une histoire qui est remplie d'émotions quand on sait l'enjeu qu'il y a dans ses lettres, quand on sait le pourquoi du comment elle doit changer toutes ces petites choses dans sa journée. Je trouve pour ma part que ça traîne un petit peu en longueur, comme je vous disais, c'est pas le coup de cœur que beaucoup de personnes ont pu avoir. Après, vous arrêtez pas seulement à mon avis parce que je sais que c'est une saga qui a énormément de succès, qui a beaucoup plu. Et j'ai préféré quand même celui-ci au tome précédent. Je vais continuer la saga, il me semble qu'il y a que 6 tomes, quelque chose comme ça. Donc j'approche de la fin, donc je pense qu'on va avoir plus de réponses, plus de résolutions. Là, on commence à avoir pas mal de révélations, les choses commencent à se complexifier un petit peu, à devenir un petit peu plus intéressantes, donc je verrai bien où ça va. On termine cette vidéo avec le tome 4 de Your Lie in April de Naoshi Arakawa, paru cette fois-ci chez Kiyun dans leur collection Shonen. Alors, Your Lie in April, c'est une saga que j'aime beaucoup. On y suit un jeune garçon qui a été élevé par sa mère, qui est une prof de piano extrêmement exigeante, qui n'a pas pu devenir pianiste professionnel et qui fait tout pour que son fils devienne, lui, pianiste professionnel. Mais quand je dis qu'elle fait tout, c'est qu'elle fait tout pour arriver à ce but-là. C'est vraiment son seul but. Son but, c'est que son fils, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne, devienne pianiste professionnel. Donc voilà, il est vraiment sur le piano. Il a 2 amis, desquels ils sont très proches, qui eux sont plutôt sportifs. Ce jeune garçon va perdre sa mère et après ça, il ne va plus pouvoir jouer du piano. Et quand il joue du piano, en fait, il ne s'entend pas jouer. Donc il participait auparavant à pas mal de compétitions, à des niveaux quand même assez élevés. Il a laissé tout ça un petit peu tomber jusqu'à ce que grâce à ses amis, il fasse la rencontre d'une jeune fille qui, quand elle, joue du violon, mais pas de manière rigide comme c'était son cas auparavant. Sa mère lui a inculqué le fait qu'il faut suivre la partition à la lettre, que la musique c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de millimétré, quelque chose de très précis. Elle joue avec son cœur, elle transmet des émotions. Faire vivre la musique, faire vivre la partition, pour elle c'est vraiment ce qui compte le plus. Et elle va tout faire pour que ce jeune garçon se remette au piano et il va notamment s'inscrire à nouveau à une compétition et c'est toute l'histoire de Your Lie in April. C'est ce jeune garçon qui va essayer de retrouver le goût pour ce qui a été quand même une grande partie de son enfance. Dans ce 4e tome, on en apprend plus sur cette fameuse enfance et
sur sa mère notamment, sur la manière dont il a appris le piano. C'est un tome qui m'a beaucoup émue, qui m'a vraiment serré le cœur. Ma mère, c'est un personnage qui vraiment m'est complètement antipathique, qui me fait dresser les poils. J'ai beaucoup d'empathie pour ce petit garçon et j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup les émotions qui sont transmises, j'aime beaucoup le goût de la musique qu'on retrouve aussi à travers cette histoire. Les dessins sont vraiment chouettes, sont vraiment beaux aussi, je passe vraiment un très bon moment avec cette saga là. J'ai hâte une fois que je l'aurai terminée de découvrir la version animée avec les musiques, ça doit être juste génial. Et voilà, ça y est, c'en est tout. Cette vidéo a été assez courte finalement, donc je suis plutôt contente. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez en commentaire. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici, et les idées lecture, c'est toujours bon à prendre. Pour ma part, je vous fais à tous comme d'habitude plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.